Bonjour à tous, première vidéo pour moi depuis un peu plus d'un an. Je suis désolé de ne pas avoir pu garder le rythme des publications précédentes. Je sais que certains d'entre vous aiment bien les vidéos sur Lando. J'ai été pas mal occupé ces derniers temps. Je suis en train d'ouvrir mon cabinet à Marseille. J'ai eu un enfant, ce qui m'a consommé pas mal de temps aussi. Et là, j'ai décidé de reprendre un petit peu le rythme. On va se remettre au boulot et je vais essayer de vous faire partager un petit peu mon travail. C'est un cas qui est assez intéressant ici. C'est un retraitement d'une 17. On va le voir avec une perforation. Et on va commencer par l'analyse de CBCT. Je l'ai découpé en plusieurs parties parce qu'il est, à mon avis, trop long pour ne faire qu'une seule vidéo. Je l'ai appelé de la gestion de l'échec parce que c'est un cas qui avait été traité par un endodontiste avant moi. Mon correspondant avait envoyé le patient chez lui parce que j'avais pas vraiment de place assez rapidement. Et cet endodontiste visiblement donne des formations, je ne le connais pas particulièrement. Je pense qu'il travaille à peu près correctement, mais qu'il a du mal à communiquer en cas d'échec. Du coup, mon patient est retourné le voir parce que les douleurs persistaient après le traitement. Et l'endodontiste lui aurait dit que tout va très bien, ce cas a été très bien mené, que c'est une personne qui donne des formations et qu'il avait même documenté ce cas pour iconographier ce cas pour le montrer en formation à ses élèves. On va voir assez rapidement dans l'analyse du CBCT qu'a priori l'endodontiste sait très bien ce qui se passe. Il y a une perforation, il a obturé la perforation. Au début, au CBCT, j'ai quand même eu un peu le doute de savoir si c'était vraiment une perforation qu'il avait obturée en le sachant ou s'il avait obturé à la gutta en pensant qu'il était dans le MV2. A priori, quand j'ai ouvert, c'était de la biocérame, donc il savait que c'était une perforation. C'est pas grave de faire des erreurs. Et ce que je vous demande à tout prix, même pour vous couvrir, pour éviter les procès, pour éviter les problèmes, c'est d'expliquer à votre patient ce qui se passe. Là, ici, le patient, il est pas du tout vindicatif. Il demande juste à ne plus avoir mal. Et il en est au stade où il demande à mon correspondant d'enlever la dent tellement ça lui fait mal et il n'en peut plus. Voilà, juste lui expliquer, même si c'est pas l'adresser chez quelqu'un d'autre, juste lui expliquer qu'a priori il y a une perfo, qu'il y a un canal qui n'a pas été trouvé et que ça peut expliquer les douleurs, mais qu'on peut pas a priori, on pense pas pouvoir faire mieux et que donc la seule thérapeutique a priori serait l'extraction. C'est pas compliqué à expliquer à un patient et il vaut mieux communiquer en cas de problème comme ça, plutôt que de garder le patient dans le flou en lui disant que tout est parfait et qu'on est trop fort. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, ça m'arrive et ça m'arrivera de nouveau. Il vaut mieux expliquer au patient ce qui se passe, lui faire comprendre quels sont les tenants et les aboutissants et quelles sont les options thérapeutiques qui se présentent à lui. Voilà, j'ai fini de parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'énerve un petit peu dans cette gestion-là pour le patient. J'ai fini d'en parler, mais juste quand vous avez des échecs, essayez de comprendre pourquoi. Quand un patient se présente au cabinet en disant qu'il a toujours mal, croyez-le. La cause psychologique est quand même globalement assez rare. La cause nerveuse est assez rare également. Cherchez pourquoi le patient a mal et surtout essayez de le croire quand il vous dit qu'il a mal. Voilà. On va passer à l'analyse du CBCT, on va repasser sur une partie peut-être un petit peu plus technique et un petit peu moins déontologique. Mais je pense que c'était important de vous le signaler. On sait que la plupart des procès ont lieu par manque de communication. La communication, c'est la clé. On a le droit d'avoir des échecs, on a le droit de faire des erreurs. Communiquez-les. Expliquez à votre patient ce qui se passe, donnez-lui les différentes solutions qui se présentent à partir de maintenant, et c'est votre patient qui choisira. Mais en général, les patients comprennent très bien, vous avez fait de votre mieux, et voilà, personne n'est parfait, et tout le monde aura des échecs, et tout le monde fait des erreurs. Voilà. Bon, on passe à l'analyse du scan, et on va ensuite, en partie 2, la localisation du MV2, en partie 3, la négociation
du MV2 parce qu'on va voir que c'est un peu complexe quand ils sont calcifiés comme ça. Et en partie 4, gestion de la perforation. Voilà. On va donc passer à l'analyse du scan, la partie un peu plus technique de ce cas. On va comprendre aisément qu'à la radio, c'était difficile de distinguer qui est le moindre souci. Voilà, ça c'est le scan. Et voilà, on a l'impression que c'est obturé jusqu'au bout, qu'il n'y a pas de souci particulier. Quand je reçois le scan, il est comme ça. Je vais vous montrer les réglages que j'utilise. En général, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Et on voit beaucoup moins bien ce qui se passe. Donc en général, je vais aller dans Réglages. C'est rarement bien fait par le logiciel tout seul, donc je préfère le faire moi-même. J'augmente un petit peu la netteté, autour de 15-20. Je vais augmenter le contraste et je vais baisser un tout petit peu la luminosité. En endo, j'ai pas besoin de percevoir les tissus mouches, enfin pas spécialement, je préfère voir les tissus durs. Première chose qu'on va voir tout de suite, c'est que nos sinus sont a priori pas spécialement inflammés. Donc, pour voir le sinus, on diminue le contraste. Pour voir si la muqueuse elle est pas inflammée, on va diminuer le contraste. Donc a priori, j'ai pas de problème particulier sinusien en rapport avec cette dent en tout cas. Et ensuite, prochaine étape, c'est l'analyse de ce qui a été fait. Donc je regarde en général la vue occlusale, parce que c'est celle qui me permet à moi de mieux me rendre compte et de mieux me situer dans l'espace. Donc dans la chambre, on voit tout de suite qu'il a mis un matériau temporaire. C'est plein de trous, bien que ça n'en soit pas. Ça doit être un matériau qui est radio clair. A priori, un CVI, un compo radio clair, un truc temporaire. Et voilà, on voit tout de suite le problème. Donc a priori, on voit que le praticien a trouvé 4 canaux. Ici, le palatin, le distal, mésio-vestibulaire, MV2, mésio-vestibulaire 2, et on voit tout de suite, c'est criant, qu'il y a une perte de continuité au niveau distal de la racine mésiale en distopalatin, parce qu'il y a une perfo de cette racine. Et on va voir que ce qui se produit assez régulièrement, c'est que quand on fait une perfo, nos limes vont suivre le chemin de moindre résistance, et en général ce chemin de moindre résistance c'est dans le ligament, et du coup nos limes vont aller rentrer dans le ligament, ça va faire un trou. Quand on va obturer la perfo, on va se retrouver avec une surobturation qui longe le trou qu'on a créé avec notre lime. Voilà. Ce qui explique ce trait de matériau en palatin, en distopalatin de la racine mésiale. Voilà. C'est une surobturation de la perforation et c'est le passage a priori de la lime lors de la perforation. L'autre gros problème sur une dent comme ça, c'est que quand je regarde la racine ici, voilà, je fais le contour de la racine. J'ai un canal qui a été trouvé du coup ici, là, un canal qui a été cherché. Alors il a été cherché un peu plus haut, hop, voilà, un canal qui a été cherché ici, tac, voilà. Mais si je continue à descendre le long de ma racine, voilà, ici je me retrouve avec une racine qui a cette forme-là, voilà en gros, avec un canal ici, et si je trace le milieu de cette racine, je vois que je n'ai pas de symétrie et qu'il me manque a priori un canal par ici. Voilà. Pour faire simple, si j'ai pas de symétrie, je sais qu'il y a un canal. Alors on ne le voit pas nécessairement au scan, c'est le canal manquant, parce que ici, si je regarde ici, j'ai un scan avec des voxels de 90 microns, et donc si j'ai un canal plus fin que 90 microns, il va pas se voir au scan, ou en tout cas pas partout, et il sera compliqué à percevoir. Donc a priori, je vais chercher un canal à peu près par ici, un MV2 à peu près par là. D'accord ? On a du mal à le distinguer. Si je veux le distinguer vraiment, je vais descendre un peu le long de la racine, mais là on voit que c'est très dur de le visualiser. D'accord ? C'est a priori complètement beau, très calcifié en tout cas.
Un canal de 90 microns, ça veut dire que ce serait une lime 9, donc avec une lime 8, ça voudrait dire qu'il rentre facilement. C'est juste pour vous donner une petite idée. Il y a pas mal de MV2 notamment, où la lime 8 va avoir du mal à pénétrer parce que le canal est plus fin que la pointe de votre lime 8, et du coup ces canaux se verront pas au scan. Ça veut pas dire qu'ils y sont pas. Si vous avez une dissymétrie comme ça, c'est très très rare qu'il n'y ait pas de canal. Alors, quasiment jamais. Les autres vues sur la coupe orthogonale, elles sont assez peu utiles parce qu'on a des racines courbes. Donc on a du mal à se rendre compte. Si je veux essayer de voir dans l'autre axe la racine mésiale, ici, j'ai beaucoup de mal à la voir entièrement parce que la racine est courbe. Et du coup, c'est très compliqué de visualiser ce qui se passe. Bien qu'on voit le chemin de perforation ici, là. Voilà, c'est assez compliqué de visualiser ce qui se passe. Je vais diminuer un tout petit peu, voilà. Donc ce que je fais en général, c'est que je passe sur les coupes obliques. Et là, je vais essayer d'orienter beaucoup mieux mon axe, mes axes de coupe. Donc je vais me mettre dans l'axe vestibulo-palatin de la racine. Et après ici, je vais viser correctement. Voilà, je vais anguler correctement pour avoir au mieux la portion qui m'intéresse de la racine. Voilà. Hop, on va se mettre comme ça. C'est parfait. Voilà. Et ce sera beaucoup plus proche de l'axe de travail. En plus, au niveau occlusal, ce sera un peu plus notre plan de l'axe dans lequel on va voir la dent. Ce qui se passe donc ici, c'est la même chose. On a... Attendez, je vais zoomer. Hop. Je zoome un petit peu. On a une racine qui est ici. Voilà. On a trouvé un canal ici. Et si je trace le milieu approximatif de ma racine, voilà, c'est approximatif, je suppose, vu que la symétrie n'est pas respectée, je suppose que je devrais avoir quelque chose comme ça. L'autre point important à noter sur un scan comme celui-ci, c'est que j'ai une racine en deux parties, si vous voulez. L'apex est en deux parties. Je vais avoir une première partie ici et une deuxième partie ici. Voilà. Quand j'ai cette configuration-là, je suis à peu près certain que j'ai au moins une sortie par partie. Voilà. Donc je sais que je vais avoir un MV2 qui a très peu de chances de rejoindre mon MV1. Il peut le rejoindre par une anastomose, mais ça ne sera pas sa sortie principale, on va dire. Et donc je vais chercher un autre canal complètement avec une autre sortie. Ici, je sais que l'autre sortie, a priori, sera plus courte, sera moins loin de l'entrée que la sortie du MV1. A priori, à peu près de quelque chose de l'ordre de 2 mm. Voilà. Donc je m'attends à avoir une longueur de travail 2 mm plus courte pour mon MV2 que pour mon MV1. Maintenant, en général, ce que je fais dans ces cas-là, quand c'est complètement calcifié et que je vois rien, c'est que je vais essayer de visualiser au mieux, essayer de trouver des petits points où je pourrais deviner qu'il y a un canal. Donc, ici, il y en a un. Voilà, là. On le voit assez mal. Donc, je suis toujours sur la vue ici, occlusale. On le voit assez mal, mais dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que j'augmente beaucoup le contraste. Je diminue la luminosité, voilà. Et on va essayer de le retrouver. On va essayer de retrouver un canal. Voilà. Là, a priori, j'ai un point. Donc ça, c'est de l'interprétation. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec moi. Mais a priori, j'ai un point ici. Et je vais continuer à descendre plus bas. On va voir. Ici, j'ai une zone d'ombre. Alors je peux encore diminuer la luminosité si je veux, voilà. J'ai une zone d'ombre qui va m'indiquer a priori que j'ai vraiment une autre sortie à ce MV2. Et c'est comme ça que je vais essayer de me repérer un petit peu dans l'espace pour savoir un peu où chercher le MV2. A priori, un endo l'a cherché au microscope, donc il va falloir faire mieux si je veux le trouver. Et pour faire mieux, le
Le but, ça va être d'utiliser la cavité que lui a créée pour se repérer dans l'espace et essayer de le trouver. Avec le scan, j'ai une analyse qui semble assez fiable. Donc ici, c'est là où il s'est arrêté pour sa cavité. Et si je continue un tout petit peu, voilà, ici, on le voit à cet endroit-là. Donc j'ai un canal ici. Ici, a priori, si je le vois au scan, c'est qu'une ligne 8 devrait rentrer dedans, et donc que je devrais pouvoir l'instrumenter. Et pour me repérer par rapport à sa cavité, maintenant que j'ai une vue occlusale qui est un petit peu orientée dans l'axe des instruments, je vais juste faire remonter mon point, voilà, hop, et je m'attends à quelque chose en mésiolingual de la cavité que lui a créée en cherchant le MV2. Donc a priori, je devrais trouver un MV2 en mésiolingual de la cavité de sa biocérame. Voilà, ça c'était pour l'analyse de la localisation du MV2. On va revenir sur quelque chose de plus lisible. Oups là, je suis allé un peu trop loin. Et on va essayer d'analyser les causes de douleur. Les causes de douleur, il y a la surobturation de la perforation. Il y a la perforation en elle-même, si jamais j'ai une percolation bactérienne qui persiste. A priori, ça n'a pas l'air d'être le cas puisque j'ai de l'os autour de la dent. J'ai de l'os un peu partout, donc soit c'est une irritation mécanique et dans ce cas-là je vais essayer d'aller retirer au maximum la surobturation. C'est un peu chiant parce qu'on est on est vraiment à côté du sinus, donc a priori quand je vais faire ça, je vais faire une petite perforation sinusienne, une petite communication. C'est pas très grave puisque je vais obturer tout de suite derrière, mais je m'attends à rentrer dans le sinus dans un cas comme ça. L'autre cause, c'est bien évidemment le MV2 qui n'est pas trouvé. Donc, il peut rester des petites filets nerveux qui resteraient vivants, ou alors une petite infection mais qui n'est pas visible encore au scan. A priori, ça serait plus du tissu vivant qui serait irrité, inflammé. Et on a un autre tout petit problème, c'est que quand j'ai analysé le scan, je suis allé sur la racine palatine cette fois. Sur la racine palatine, on va pareil, se mettre dans la bonne angulation. On va, hop, basculer comme ceci. Voilà. Et ici, on va basculer comme cela. Voilà. Là, on a toute la racine. Bon, a priori, il a préparé le logement de tenon pour le correspondant. Mais ici, tout au bout, j'ai une petite zone d'épaississement desmodontal. Donc je peux m'attendre à ce que ceci soit symptomatologique. Ça peut arriver, c'est tout petit, mais ça peut arriver que ce genre de choses soit symptomatique avec une inflammation aiguë qui provoque des douleurs au patient. Donc dans le doute, ce que je vais faire, c'est que je vais retraiter l'entièreté de la racine. Je vais élargir pas mal au niveau palatin et je vais irriguer beaucoup pour espérer avoir un delta si jamais il y en a un, pour espérer traiter cette petite irritation, si jamais c'en est une. Compliqué à dire, mais quand on a vraiment une forme, alors je vais zoomer très très fort cette fois, quand on a une forme vraiment en onde, et bah ça laisse penser à de l'inflammation assez souvent. Donc dans tous les cas, je vais retraiter l'entièreté des racines, parce que je préfère être prudent dans ces cas-là. Voilà, c'était pour mon analyse de scan. Je vous conseille de vraiment jouer avec les réglages quand vous analysez un scan, de jouer avec les coupes obliques. Le but étant de vous représenter au mieux dans l'espace là-dedans, pour que une fois que vous passiez au traitement, vous ne soyez pas dans la surprise et vous sachiez un peu ce que vous cherchez, où le chercher et à quelle distance, etc. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur un scan par rapport à des radios, sur un CBCT par rapport à des radios, et c'est vraiment très utile comme outil quand on sait l'analyser. Alors j'ai appris tout seul, mais je suppose que je suis dans le vrai. Peut-être ai-je tort dans certains cas. C'est des suppositions à chaque fois, on devine, on essaye de deviner en fonction de la forme des racines les probabilités de localisation des canaux. Et à partir de là, on essaie d'interpréter tous les petits points, mais comme on le voit, la définition est jamais parfaite. Alors sur un micro CT, ça serait sûrement beaucoup mieux, mais on n'en est pas encore là dans la technologie. Et
Et pour le moment, ça c'est quand même vraiment pas mal, pour savoir un peu où on met les pieds dans les cas complexes. Voilà. Ensuite, on va passer à la deuxième partie qui va être la localisation en bouche du MV2 après avoir désobturé tout le reste, de la dent. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a intéressé et à très bientôt pour la suite. Je vais essayer d'enchaîner assez rapidement, peut-être, une partie par jour ou à peu près, voilà. Merci, à très bientôt.